Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parents d'abord avec aujourd'hui une invitée exceptionnelle, une femme politique avant-gardiste, une femme libre qui a démontré qu'on pouvait parfaitement élever 4 enfants tout en occupant les plus hautes responsabilités. Députée, ministre, finaliste de la présidentielle de 2007 et fondatrice en 2018 de l'ONG Désir d'avenir pour la planète. Vous l'avez évidemment reconnu, il s'agit de Ségolène Royal. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors un grand merci vraiment d'avoir accepté d'être mon invité pour ce dernier numéro de l'année en cette période des fêtes de Noël, une période où la notion de famille, dont on va beaucoup parler, est très présente. Et pour justement lancer cette discussion, j'aimerais savoir ce que représente Noël pour vous et de quelle manière dans votre famille vous célébrez cette fête. Noël, c'est un moment très important que j'ai toujours vécu dans mon enfance avec toute la famille. Nous étions 8 enfants. Moi, je suis la 4e d'une famille de 8 enfants. De pratiques religieuses, donc c'était aussi un Noël religieux, puisqu'on allait à la messe de minuit, etc. Donc la dimension religieuse très présente. Donc dimension religieuse très présente, mais surtout un rassemblement familial auquel on aurait manqué pour rien du tout. Donc c'est des moments importants, et j'ai essayé de transmettre à mes enfants, je crois leur avoir transmis aussi, l'importance de la famille. Vos enfants que vous évoquez, ils sont aujourd'hui âgés de 28, 33, 34... et 36 ans, donc plus vraiment l'âge de croire au Père Noël. Mais quand ils étaient petits, il y a quelques années, comment ça se traduisait à la maison, cet esprit, cette féerie de Noël pour les enfants? Est-ce qu'il y avait des traditions concrètement? Comment ça se passait? Bien sûr, ils ont cru au Père Noël aussi. Donc après, il y a toute la gestion de comment est-ce qu'on sort de la croyance au Père Noël. Donc c'est drôle parce qu'ils s'en souviennent tous. Ils ont tous des récits du moment où ils ont appris que le Père Noël n'existait pas. Donc c'est assez touchant, ça. Et puis après, les choses sont très simples. Il y a le sapin de Noël, il y a les cadeaux. Enfin, vraiment, je pense que les plus grands bonheurs sont souvent dans la simplicité, mais ça n'a pas cessé, puisqu'aujourd'hui encore, là, je m'apprête à faire Noël avec mes enfants. Alors, je le disais en introduction, vous avez réussi à prouver qu'on pouvait élever 4 enfants, tout en exerçant les plus hautes responsabilités, une posture féministe très avant-gardiste qu'il faut toutefois replacer dans le contexte de l'époque. C'est évidemment quelque chose qui n'allait pas de soi. Avec le recul, qu'est-ce qui vous a permis de réussir à mener de front ces 2 vies? C'est difficile, parce que je vois il y a beaucoup de dégâts dans le milieu politique ou même dans le milieu où les parents sont très très pris par leur activité professionnelle. Parfois il y a des enfants qui souffrent et voilà, qui ont des difficultés. Moi, j'ai cette chance d'avoir mes enfants qui vont bien, qui ont toujours bien travaillé à l'école, qui ont le sens qui ont des repères de valeurs, qui sont honnêtes, qui sont travailleurs, qui ont tous réussi à s'épanouir dans leur métier, qui sont tous indépendants, à 4. Donc, c'est extraordinaire. Une des raisons, c'est que je les ai toujours considérés comme prioritaires. Mes enfants ont toujours été prioritaires. Et je me suis toujours dit, si un enfant a des grandes difficultés, si un enfant a un accident, si un enfant devient handicapé, si un enfant tourne en vrille, j'arrêterai la politique. Alors j'imagine quand même qu'on passe par des moments de doute, des moments de découragement où on se dit je ne vais pas y arriver, j'aimerais comme plein de gens partir du boulot à 19h pour retrouver mes gamins. Est-ce que vous êtes passé par ces moments-là? Oui, bien sûr. Il y a toujours le tiraillement, la tristesse de ne pas être à la sortie de l'école tous les jours. Ça, je pense que c'est le poids le plus lourd. Bon, c'est les babysitters, c'est les voisins, les amis, les parents des amis, etc. Et ne pas être à 4 heures tous les jours à la sortie de la classe en maternelle et en primaire. Pourtant, il y a longtemps, vous voyez. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé. Alors, cette capacité à mener de front vie politique et vie de maman, c'est évidemment quelque chose qui a pu faire grincer des dents, notamment chez certains adversaires et confrères politiques. On se souvient par exemple de cette phrase assez terrible de Laurent Fabius en 2005 à propos de votre candidature à la présidentielle. Mais qui va garder les enfants, disait-il. Sincèrement, ces petites piques, ces petites phrases, comment est-ce que vous les viviez à l'époque? C'est violent. Très violent. Il y en a de plus violentes encore, que j'ai raconté dans mon livre, ce que je peux enfin vous dire. Et il y a 4 pages d'agression, donc on m'a traité de mère fouettarde, qu'est-ce qu'elle vient faire en politique, elle aille donc s'occuper de ses gosses. Bien sûr que c'est violent, parce que c'est une double violence, c'est la violence anti-femme, c'est-à-dire toujours le doute sur la compétence, alors que les hommes qui m'agressaient, j'avais autant de diplômes qu'eux déjà, et plus souvent plus d'expérience politique qu'eux. Et donc c'est la double peine, c'est d'être à la fois mère et femme. Donc la double mise en cause de la compétence. Et alors tout au long de votre carrière, comment est-ce que le père de vos enfants, François Hollande, réagissait lui à ces attaques sexistes que vous subissiez?
Il n'y avait pas tellement de défense, ça me faisait rire, quoi. Parce que vous voyez, en plus, ce qui est perfide dans ces attaques, c'est que si vous n'en riez pas, vous êtes considéré en plus comme manquant de sens de l'humour. Donc c'était la bonne stratégie adoptée par François Hollande et vous, d'en rire, de laisser couler? Oui, il ne fallait pas répondre, je pense. Il ne fallait pas répondre, je crois, oui. Ouais. Alors, on parle de féminisme lorsque vous acceptez des postes prestigieux. Je pense notamment au ministère de l'Environnement en 1992. Quelle est la réaction justement de François Hollande, lui aussi en politique? Est-ce qu'il vous accompagne, vous soutient dans ces choix qui ont évidemment des conséquences sur vos enfants, sur votre organisation familiale? Est-ce que c'est lui aussi un féministe convaincu? Non, ce n'est pas un féministe convaincu. Mais... il y avait peu de féministes convaincus dans cette génération, si vous voulez. Mais disons que je n'ai pas eu d'hommes féministes à mes côtés. Je n'ai pas eu l'équivalent du mari de Simone Veil, qui encourageait sa femme, qui l'aidait, qui la secondait, etc., et qui aurait pu aussi avoir une carrière politique à un moment. Et puis qui a laissé sa place, c'est parce qu'il a vu que sa femme était finalement en meilleure position. Moi, j'ai pas eu cette chance, comme vous le savez. Parce qu'elle m'a donné aussi une autre expérience, après tout. Mais je n'ai pas eu cette chance, parce qu'à un moment, il y a même eu parce que je n'ai pas été soutenue dans la campagne de 2007, même en très grande proximité. Une forme de concurrence, ou non? Oui, et puis partager ce que j'appelle le cercle des hommes blancs, c'est-à-dire l'idée que j'étais là par hasard, que je n'avais pas forcément la compétence, que je ne dirigeais pas un parti politique, etc. Je ne pouvais pas diriger un parti politique ou m'impliquer dans un parti politique à cause de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Moi, je ne peux pas faire les réunions le soir. Donc, je n'ai jamais pris de responsabilité au sein d'un parti politique. Et ça, c'était considéré comme... quelque chose qui manquait. Il manquait une case à cocher. Mais non, moi je rentrais pour mes enfants et jamais j'aurais sacrifié le retour auprès de mes enfants le soir. Et même si, quand j'étais ministre de l'Environnement en 92, où j'ai mis au monde mon 4e enfant tout en étant ministre, et donc je rentrais pour l'heure du coucher de mes enfants et je retournais ensuite au ministère. Alors j'aimerais justement qu'on évoque cette médiatisation, puisque quand on est en responsabilité, quand on est ministre, les Français s'intéressent à vous, c'est normal, à votre vie. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver le bon dosage entre effectivement communiquer, mais aussi protéger vos enfants? Et vous évoquez cette naissance, la naissance de Florent en 1992, où vous avez fait le choix d'accepter les caméras de TF1 et d'Antenne 2, un geste militant, vous l'expliquerez plus tard, racontez-nous. C'est difficile de bien doser, vous voyez, parce que les mêmes journalistes qui vous sollicitent pour faire des photos sont les mêmes, et c'est à ma grande stupéfaction, sont les mêmes qui vont faire des articles vous reprochant de vous être exhibé. Bon, je ne vais pas les citer, mais une femme journaliste qui a été une des premières à me solliciter, après j'ouvre le journal et je vois qu'elle critique le fait de l'exhibition, soi-disant avec mon enfant. Et comme j'explique dans mon livre de mémoire, pendant très longtemps, les femmes ont caché leur maternité. Et Brigitte Bardot a caché sa maternité, des femmes cadres supérieures cachaient leur maternité, etc. Avec l'idée que le regard de la société sur une femme enceinte, c'était qu'elle n'avait plus de cerveau. Oui, tout était passé dans le ventre. Ce qui est terrible. Ce qui est terrible, c'est parce qu'on est enceinte, on n'est pas malade quand on est enceinte. Et on garde le même quotient intellectuel, si j'ose dire. Mais là, il y a une suspicion qu'une femme enceinte, finalement, devient bête. Mais non. Vous la regrettez, cette séquence médiatique qui était militante, encore une fois, mais qui a pu être mal interprétée, mal comprise? Pas du tout. Et puis les photos ont été sublimes. Et vous voyez, moi, c'était mon enfant, c'est moi qui l'ai mise au monde. Quand des hommes politiques posent avec leurs enfants, ce que je n'ai jamais fait dans une campagne politique, je n'ai jamais utilisé mes enfants dans une campagne politique, eux, on ne les critique pas. Quand Giscard pose avec sa fille, quand Chirac pose avec sa fille, quand des candidats aux élections posent avec leurs enfants pour faire croire qu'ils sont des bons pères de famille, puis que par derrière, ensuite, je vois que c'est quand même beaucoup moins évident. Mais eux, ils ne sont pas critiqués pour ça. Il n'y a pas ces mêmes critiques. Congé maternité très très court, vous parlez de Flora, quelques semaines. C'est vrai que j'ai travaillé jusqu'à la veille de mon accouchement. Je suis même partie à la conférence climat à Rio, à 8 mois de grossesse, avec une sage-femme dans l'avion, parce que je voulais absolument pas manquer le sommet de la Terre. Et puisque j'étais en bonne santé, oui, mais si on est en bonne santé, on n'est pas malade. Mais ce que je n'ai jamais fait, c'est remettre en cause le droit au congé de maternité. Ce qu'on m'a parfois reproché à tort. Et la preuve, c'est que j'ai créé le congé de paternité. Donc, et vous avez d'ailleurs défendu Rachida Dati quelques années plus tard, lorsqu'elle s'est faite attaquer. Attaquer là-dessus, oui. Et si les femmes se sentent... Puis vous voyez, quand on est ministre, c'est pas un travail. Enfin, si, c'est un travail, mais je veux dire, c'est un plaisir. Pardon d'être aussi direct, en toute
franchise, est-ce qu'à un moment donné, on culpabilise avec cette pression sociale de ne prendre que quelques jours pour son enfant? Vous avez réussi à faire abstraction. Comment ça s'est passé? Non, parce que je m'en suis pas privée non plus. Vous voyez, j'adaptais, je continue à travailler, mais j'adaptais mon agenda pour en profiter de mon bébé. Vous savez d'où c'est venu? C'est que quand on a appris que j'étais enceinte, le Premier ministre, qui était Pierre Bérégovoy, m'a dit, on va voir par qui on te remplace. Tac! Et je me suis dit, mais ma fille, il faut que tu t'accroches, parce que ça, une fois de plus, même à ce niveau, on considère que tu es enceinte, donc tu es bonne à mettre au panier. Et la peur de perdre son poste. Et la peur de perdre son poste. Donc j'ai vécu, même au niveau ministériel, vous voyez, ce que vivent des femmes qui ne sont pas salariées ou qui sont travailleurs indépendantes, et qui se disent je vais être mise sur la touche si je me plains ou si je disparais trop longtemps. Et ça, c'est terrible, parce que non, on a besoin de s'arrêter aussi. Le quotidien, les devoirs, par exemple, des plus grands, est-ce que vous arriviez à les conserver, à passer ces moments avec eux, ou est-ce que c'était plutôt le papa qui avait peut-être plus de temps qui s'en occupait? Comment ça se passait, justement? Comment vous réussissiez à J'ai toujours transmis à mes enfants le goût du travail scolaire et la volonté de réussite. Et que ça, je le tenais ça de mon père, qui nous a toujours poussés, même sanctionnés, même frappés. Enfin, moi, ça va, j'avais des bonnes notes. Mais j'ai vu mes frères frapper parce qu'ils avaient des mauvaises notes. Donc, j'ai jamais frappé mes enfants de ma vie. Ça vous a marqué? Ah oui, ça m'a marqué, oui. Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes gamine et que vous voyez votre papa C'est violent, hein. Ouais, ils étaient cravachés, même. Mais pour qu'ils réussissent à l'école. C'est violent, ça. Mais ça sert à rien, en plus, de frapper. Bon, mais à la limite, c'est frapper... c'est pas forcément ça qui suscite la réussite. Mais bon, il y a l'exigence du travail scolaire. Ça, c'est quand même... C'est mieux que l'indifférence. Ce qui est pire, c'est l'indifférence des parents, si vous voulez. Vous n'étiez pas une maman stricte sur l'éducation? Si, très stricte. Alors, comment vous réussissiez à trouver le dosage? Souvent, par des étudiants qui venaient cadrer les enfants à la sortie. Ça, c'est vrai. Ouais, parce que moi, je ne pouvais pas être là, leur père non plus, être là à la sortie de l'école. Donc, c'est vrai qu'on a eu... Et puis, surtout, ils étaient souvent copains, parce qu'ils sont très conviviaux, mes enfants. Et donc, souvent, c'est d'autres parents. C'est-à-dire, il y a une petite coopération, d'autres parents qui prenaient les enfants en groupe. Ça, c'était très efficace. Et lequel était le plus strict, le papa ou la maman? C'est moi. C'est moi qui étais le plus strict. Ouais. La médiatisation de vos enfants, on vient de l'évoquer. J'aimerais qu'on évoque aussi la vôtre, la manière dont votre notoriété, Madame la Ministre, est perçue par vos enfants. À quel âge ont-ils compris qu'ils avaient finalement un papa et une maman célèbres? Je ne sais pas. Et je trouve qu'ils sont quand même remarquables, parce que... C'est très difficile comme notion pour un enfant à appréhender. Oui, puis il y a eu les campagnes électorales locales, parce que moi j'étais candidate dans les Deux-Sèvres, leur père candidat en Corrèze, donc ils nous ont vus sur des affiches. Je pense que c'est la première fois qu'ils nous voient sur des affiches électorales. Mais leur réaction à ce moi, moment-là? Je les ai toujours protégés quand même contre ça. Il n'y a pas eu vraiment de réaction, peut-être... Il n'y a pas eu... Les choses étaient faites, ils voyaient sans doute qu'on était engagés, qu'on était travailleurs, qu'on était attentifs, que c'était important pour nous, ils voyaient aussi que c'était joyeux, que dans une campagne, il y a des gens, on est en groupe, et ça a du sens, je crois, mais ils sont quand même extraordinairement équilibrés, parce que la mère candidate à la présidentielle, la séparation, le père candidat à la présidentielle, la vie politique qui continue, ils sont extraordinaires. Et quand vous promeniez, par exemple, dans la rue, alors à l'époque, il n'y avait pas de selfie, mais quand on venait vous demander des autographes, des photos... ça m'a toujours gênée. Et un jour, qu'est-ce que vous leur disiez? Je disais non aux gens. Et un jour, ils m'ont dit, mais pourquoi tu leur dis non? Je disais non, en fait, pour protéger, souvent un peu brutalement, dire laissez-moi tranquille, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça les traumatisait, que ça les choquait plus que je disais aux gens laissez-moi tranquille, alors que je le faisais pour eux, que d'accepter un selfie ou un autographe, etc. C'est étonnant. Très étonnant. Ouais. Et donc après, quand je suis avec eux, j'accepte gentiment. C'est plus paisible que quand je rentre en confrontation en disant non aux gens. Au cours de votre parcours politique, vous avez été, on l'a dit, beaucoup attaqué par vos adversaires, notamment car vous étiez une femme, des moqueries blessantes, souvent misogynes, notamment, vous les avez évoquées, lors de la campagne de 2007. Comment est-ce que vous réussissiez alors à protéger vos enfants? Vous les rassuriez, vous leur disiez, vous inquiétez pas, maman elle est forte. Comment ça se passait quand vous étiez raillée? Il n'y avait pas tellement de dialogue, en fait. Parce que peut-être que j'aurais dû parler plus. C'est surtout à l'école.
qu'ils en parlaient, parce que souvenez-vous, la campagne de 2007, même dans les cours d'école maternelle, on en parlait. Ça a été très prégnant, même sur les enfants d'un très jeune âge, en fait. Et mais je pense que le fait de me voir normale à la maison, vous voyez, comme une mère ordinaire, faire la vaisselle, la cuisine... Comme n'importe quelle mère. Je pense que ça les rassurait. Il y avait peut-être deux personnages différents. Je pense que c'est ça qu'ils ont rapidement rééquilibré en eux. Alors vos enfants qu'on évoque en 2007, ils vous ont évidemment soutenu dans cette campagne présidentielle. Votre fils Thomas vous a d'ailleurs accompagné sur le volet digital, numérique. Comment est-ce qu'ils l'ont vécu, cette défaite? Et surtout, comment ensemble vous avez ensuite réussi à rebondir, vous reconstruire? Je pense qu'il était triste par la défaite. Enfin, Thomas était triste parce je m'en souviens encore, parce qu'il s'était engagé. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'il y avait eu le meeting de Charletti. C'est ce plus beau moment de la campagne. C'est grâce à lui. Parce que l'équipe de campagne devait me mettre dans une salle fermée. Je ne sais pas, il y a eu 50 000 personnes. Plus les gens qui n'ont pas pu rentrer. C'était extraordinaire. Et bien sûr, ils ont été tristes. Peut-être que les autres, en secret, étaient soulagés. Notamment la plus jeune, je crois. Qui avait moins de 15 ans à l'époque. Qui était plus stressée, qui avait moins de 15 ans. Qui s'est rattrapée, du coup, parce qu'elle a été consciente qu'en 2007, elle ne m'avait pas aidée. Enfin, elle était stressée. Et du coup, en 2012, c'était une des plus dynamiques, quoi. Alors, c'est une période particulière, vous l'avez raconté dans votre livre, ce que je peux enfin vous dire. On le rappelle, paru en 2018 aux éditions Fayard, et vous évoquez... Oui, il était en poche aussi. En poche, précision notée, vous évoquez la trahison, la violence de l'adultère. Est-ce que ce sont vos enfants qui vous permettent à ce moment de tenir, de rester debout, surtout, Madame la Ministre, à une période de votre vie où vous ne pouviez pas flancher, vous étiez en campagne? Oui, je pense, mes enfants, Mes enfants et la notion que j'avais de la mission qui était la mienne. Et de l'impossibilité de faire preuve de la moindre faiblesse, surtout en étant femme. Puisque dans la même situation, Nicolas Sarkozy, qui connaissait ça aussi, lui, avec sa femme qui était partie, lui, il s'était mis en posture de victime, tout le monde le plaignait, mais c'est pas symétrique. Une femme qui parlerait de ça, on lui dirait écoute, fais autre chose. Ou quel est ton vice caché? Quel est ton défaut caché? Un homme, il va passer pour une victime et une femme pour une coupable. Mais c'est systématique. Donc, et on le voit bien dans le mouvement MeToo, sur d'autres types d'agressions. Et le réflexe d'une femme, c'est de se taire. C'est de prendre sur elle, en fait. Vous le vivez comment, intérieurement, c'est très violent. C'est extrêmement violent. D'être trompé ou les deux, tout. Que les gens le sachent? De l'être, plutôt. Les gens le sachent, à la limite, j'aurais dû le dire même plus. Comme je le mets dans mon livre, j'aurais dû l'assumer plus, le dire, et me libérer à ce moment-là. Mais ce que je ne savais pas, c'est ce que ça allait déclencher comme violence, puisque j'ai senti bien tous, y compris au sein de mon camp, de quoi, surveiller la moindre faiblesse. Le fait que ça soit dévoilé? Pour pouvoir me remplacer, c'était... Oui, ou le fait que j'ai l'air de mettre en avant ce problème personnel par rapport à la mission de devenir chef d'État et de m'occuper des Français. Donc j'avais dit, tant pis, je ne vais pas m'occuper de moi, je vais d'abord m'occuper des Français. Mais la volonté aussi de maintenir soudés mes enfants et sereins... Ça vous a permis de tenir. Bien sûr, et c'est pas isolé, beaucoup de femmes font ça. Vous ne pouviez pas, de toute façon, vous ne pouviez pas flancher à ce moment-là. Non, il ne faut pas flancher. Puis on est porté, de toute façon, par les autres. On est là, on compte sur nous. Les équipes comptent sur nous, nos électeurs comptent sur nous. Donc on n'instrumentalise pas une faiblesse comme les hommes peuvent le faire. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous avez réussi à organiser autour de vos enfants une vie finalement apaisée, une famille recomposée, comme beaucoup de familles qui d'ailleurs peut-être nous écoutent en ce moment, de familles recomposées? Comment vous avez réussi? Moi, si vous voulez, je pense que la règle d'or, c'est de ne jamais critiquer ou disqualifier, même malgré ce que vous avez subi, comme violence et comme trahison et comme humiliation, c'est de ne jamais disqualifier la fonction paternelle. Vis-à-vis des enfants. Ou pour un homme, la fonction maternelle, vis-à-vis des enfants. Jamais j'ai fait ça. Et je pense que... Conserver de la dignité. Oui, conserver la dignité. Conserver la dignité et ne jamais mélanger l'histoire du couple et l'histoire de la parentalité. Et je pense que ça, les enfants en sont reconnaissants. Vous savez, c'est très intelligent, un enfant. Ça fait très bien la part des choses.
Ils voient tout de suite les différences de repères, les différences de valeurs, la façon dont on est tranquille. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient tranquilles. Parce que déjà, ils ont leur vie à construire, leur parentalité à construire maintenant. Ça y est, les générations avancent, être en bonne santé, etc. Donc tout ça, c'est très important. Et qu'ils soient heureux quand ils sont avec leur père, voilà, et qu'ils soient heureux quand ils sont avec moi. Et il n'y a jamais d'interférence. Il n'y a jamais de sujet de conversation, ni de tabou, ni de sujet de conversation. Être tranquille. Question sur l'orientation professionnelle de vos enfants, puisqu'ils ont fait des études de droit, de psychologie, de cinéma même, je crois, pour Julien. Mais aucun n'a souhaité, pour l'instant, faire de politique. En toute sincérité, Madame la Ministre, est-ce que ça vous soulage? Non, parce que... Vous auriez aimé? Ah non, non plus. Je veux dire, c'est leur choix. Ils auraient choisi de faire de la politique, ils l'auraient fait. Non, c'est leur libre choix. Et là, ils sont tous dans des itinéraires différents, d'abord, qui correspondent bien à leur personnalité et où s'épanouissent et où je pense qu'ils sont excellents, chacun dans leur voie. Mais certains font de la politique et sans que ça soit politicien. Et ma fille médecin... qui est docteur en sciences, docteur en médecine, elle regardait avec la crise sanitaire, de certaine façon, être au service des autres, c'est magnifique. Thomas, qui s'occupe du droit du travail, c'est magnifique. Il accompagne des salariés licenciés, etc. Un jour, j'ai pris un taxi, il m'est arrivé une histoire extraordinaire, et le chauffeur de taxi me dit, donc il me reconnaît, je connais votre fils, etc. Il a été... notre avocat dans le plan de licenciement de telle usine, et il s'est mis à pleurer. C'était extraordinaire pour moi, la mère de mon fils, et en disant, il s'est tellement bien occupé de nous. Il me dit, au début, on a vu son nom, on s'est dit, oulala, il va pas bien s'occuper de nous. Il va être très éloigné de nos problèmes. Et il m'a dit, mais il s'est tellement battu, il nous a tellement bien suivis, c'est quand même extraordinaire. Donc j'ai pris son nom, j'ai pris sa photo, j'ai raconté ça à mon fils qui était très ému aussi. Pour finir avec les enfants, donc il y avait Flora qui a fait des études de psychologie et donc qui est aussi excellente dans sa spécialité en fait. Et voilà, qui a travaillé aussi à Sainte-Anne, donc qui est dans tous les troubles du comportement alimentaire des adolescents, donc c'est passionnant. Donc ça, on a beaucoup d'échanges aussi, parce que moi, je suis passionnée de psychologie. Et puis, Julien, qui fait du cinéma, voilà, qui vient de terminer son film. Vous êtes une maman fière? Ah ouais, très fière. Ah ouais. Ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour mes enfants. Ouais. 2019, vous êtes devenue grand-mère pour la première fois, puisque votre fils Thomas, qu'on évoquait, et sa femme Émilie ont eu une petite Jeanne, et d'ailleurs attendent un deuxième enfant. J'imagine que vous devez être forcément gaga déjà de votre première petite fille. Gaga, non. Non? C'est pas le terme. C'est pas le terme. Je vous vois me regarder avec des grands yeux, non, c'est... Pas gaga, non. Admirative. Admirative, une grand-mère admirative. Admirative, très joyeuse, c'est la génération qui avance. Ça, c'est formidable. Ouais. C'est une projection magnifique. Un rapport différent. Avec Émilie, en plus, qui est une maman extraordinaire. Votre belle-fille. Un rapport différent avec votre petite-fille par rapport à celui que vous aviez avec vos enfants. Par définition, le rapport est différent. Oui. On ne sent pas la responsabilité, donc on n'a que le bon côté des choses. Ouais. C'est ça qui est formidable. Oui. Des circonstances parfois étranges, parfois très symboliques dans la vie. Hein. C'est le cas en 2019, ce jour où votre fils Thomas vous annonce qu'il va être papa. Ce même jour, vous l'avez raconté, votre maman Hélène s'éteint à l'âge de 94 ans. Vous avez dit, je trouve ça très fort, très joli, que c'était comme si ce jour-là, il y avait eu une transmission de la vie. Peut-être qu'elle l'a senti. C'est très étonnant. Peut-être qu'elle l'a senti. Elle pouvait partir en paix. Là, il y avait une relève générationnelle. C'est fort. Hein. C'est des moments qu'on n'oublie pas. Donc il y a à la fois la tristesse de perdre sa maman. Dont vous étiez très proche. Oui, surtout en fin de vie, parce qu'il y a l'accompagnement de la fin de vie avec mes sœurs. On était très, très présentes auprès d'elle. Elle était en EHPAD. Et c'est pour ça que je comprends la violence de la solitude aujourd'hui qui est imposée aux personnes de grand âge avec le Covid. Et en même temps, la nouvelle génération qui arrivait. Une maman à qui vous pensez souvent? Souvent. Encore, oui. Souvent, mais même là. Le fait de cette transmission générationnelle, du coup, souvent me reviennent à l'esprit des comportements de ma mère à l'égard de mes enfants. Comment est-ce qu'elle était en tant que grand-mère, etc. Tout ce qu'elle leur a transmis sur la connaissance de la nature, et en particulier. Des regrets sur la relation qui était peut-être moins apaisée, moins fluide avec votre papa?
Non, il n'y a aucun regret. Mais vous savez, quand les gens disparaissent, on en retient le meilleur. C'est quand on n'a pas été ni maltraité, ni violenté, et quand il n'y a pas eu de drame, qui est juste de la sévérité, on en retient le meilleur. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est surtout ne pas retransmettre. Ça, je le dis souvent à mes enfants, ne retransmettez. Parce qu'inconsciemment, on est dans la répétition. Tous les psychologues vont vous expliquer ça. On est dans la répétition. Et donc, il faut être très conscient de ça. Et n'être dans la répétition que des bonnes choses. Pas dans la répétition inconsciente des choses qu'on n'a pas aimées ou qu'on n'a pas acceptées. Et pas se dire, ça venait de nos parents ou de nos grands-parents, et donc c'est bon. Ah non, on a aussi un droit d'inventaire, de critique, d'évaluation, et de se dire, mais objectivement, de ne pas subir ce poids de la reproduction inconsciente. Par exemple, nous, on parlait très peu avec nos parents. Et au début, quand mes enfants étaient jeunes, on parlait très peu. Enfin, vous voyez, on n'explicitait pas tout. Tiens, il s'est passé ça, etc. Et maintenant, j'ai complètement changé d'attitude. Comment vous l'expliquez C'était la génération. Les parents et les enfants parlaient peu. On obéissait. Il y avait très peu de dialogue. On décortiquait pas les problèmes psychologiques, les pourquoi on a dit si, mais qu'est-ce qui nous ferait du bien, mais comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Vous voyez, il y a eu quand même tout un mouvement maintenant, y compris avec la psychologie positive, avec le fait de vivre bien l'instant présent, de dire son ressenti. Et donc, on se dit entre nous avec mes enfants, disons nos ressentis, même si au départ ça ne fait pas plaisir. Parce que si on ne sait pas nos ressentis, on ne sait pas comment améliorer le relationnel. Et moi, je ne veux pas faire comme les générations passées, à la fin d'une vie, dire pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt. Donc, même quand mes enfants me disent quelque chose, parce qu'ils sont assez franco... Vous avez des discussions franches avec eux. Oui, et même à moi, ils osent me dire, t'as fait ça, voilà, ça va pas du tout, parce que ça m'intéresse. Je suis ravie qu'ils me disent ça, parce que je réfléchis, je me dis, oui, ça, ils ont une partie où ils disent vrai, ils ont une partie où là, non, je pense que j'ai quand même bien fait, mais voilà la raison pour laquelle je l'ai fait. Avec le papa aussi, le dialogue ça, ils ont la relation qu'ils veulent avec leur père. Ça les regarde. J'interfère jamais sur la relation avec leur père. Je ne sais pas. J'ai déjà à construire la mienne, donc avec 4 enfants, je peux m'occuper de celle des autres. 4 enfants, justement. Et avec bienveillance. 4 enfants, vous donnez le chiffre. Votre maman a eu 8 enfants. Vos parents, votre maman et votre papa, ont eu 8 enfants. Est-ce que c'était pour vous une évidence d'avoir, vous aussi, beaucoup d'enfants, d'avoir une famille nombreuse ? Oui. Oui. Et je vais même vous dire, mon nombre idéal, c'était 6. Avec la carrière, c'était compliqué peut-être ? Oui, avec la conciliation, vie familiale, vie professionnelle. Donc, ce qui est formidable, c'est que je n'ai pas sacrifié mes choix de destinée. Et tout en ayant une famille nombreuse. J'ai pas sacrifié. Au bout de 4, je me suis dit c'est déjà beaucoup. Donc ça m'en manque pas de ne pas en avoir 6, si vous voulez. Mais je pense que si j'avais peut-être pas eu d'activité professionnelle, peut-être que j'en aurais eu d'autres. Allez, pour conclure cette discussion, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Imaginons que vos enfants, que Thomas, Clémence, Julien et Flora tombent sur ce podcast, écoutent notre conversation. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser ? Que je les admire, que c'est le bonheur de ma vie, et que ce qui est formidable, c'est qu'ils ont des repères moraux, des valeurs. Vous voyez, des valeurs, chacun les leurs. Donc ils peuvent devenir eux-mêmes et devenir pleinement eux-mêmes, et en donnant la totalité de leur potentiel. Ça, c'est ça qui est merveilleux. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application Audio Now, ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa ou encore Apple Podcast.